Bien le bonjour tout le monde. Alors, finalement, on est quoi? On est le 10. Donc, dans 12 jours, on va commencer à siéger dans un Parlement constitué suite à une élection qui va déjà remonter à 9 semaines, avec une configuration du Parlement qui est à toute fin pratique similaire et qui donc aurait permis qu'une élection déclenchée avec des arguments d'urgence donne lieu à la convocation du Parlement dans un contexte qui aurait été un peu plus urgent, en effet, et donc forcément plus rapide. Cependant, nous, on a profité au Bloc québécois de ce contexte un peu singulier pour donner à notre équipe un niveau de préparation qui soit aussi exemplaire que possible en vue des travaux parlementaires qui vont commencer donc dans 12 jours. Il n'y aura pas beaucoup de surprises dans ce que je vais vous réaffirmer que sont les priorités du Bloc québécois. Parce que lorsqu'on se présente devant l'électorat, on présente une plateforme électorale, on présente un programme, on présente une série d'engagements et bien sûr, on fait état de ce que seront les priorités de la formation politique après. Donc, on peut prévoir que lorsque des motions, lois et autres sujets seront débattus au Parlement, on peut s'en référer au programme d'une formation politique, savoir ce qui va se passer ou ce qui ne se passera pas. Dans notre cas, il y a ce que j'ai appelé les enjeux à court terme. Autant que possible, pas par naïveté, j'espère que ça va se régler à court terme, parce que ça devrait se régler à court terme. Je crains que ce soit un peu plus long que je ne le souhaiterais. Le principal est bien sûr le financement des soins de santé. Je réitère encore une fois, parce que je veux que ça se rende à un maximum de gens, que notre souhait, notre proposition formulée à chacun des chefs de parti est de remplacer la traditionnelle rencontre des premiers ministres privément pour exprimer leur désaccord et sortir de là en étant encore en désaccord par un sommet sur le financement des soins de santé. Les mots sont choisis spécifiquement pour ne pas attacher les positions politiques des acteurs autour de la table. Ce serait un exercice qui serait public. Qui, en politique, est supposé avoir peur de s'exprimer en public? Qui, en politique, est supposé craindre de manifester ses positions publiquement et d'en discuter publiquement avec les vis-à-vis que sont les premiers ministres des provinces, les ministres de la Santé des provinces et du Québec et, présumément, et ce serait normal, les chefs des autres partis à la Chambre des communes. C'est une proposition que je réitère, sur laquelle on n'a pas eu l'ombre du début d'une réaction publique des libéraux, qui ont encore l'obligation de répondre au monde quand on leur pose des questions. Le deuxième sujet qui devrait être abordé très rapidement, c'est de mettre un terme à la différenciation du traitement des aînés selon l'âge. Cette espèce de discrimination selon l'âge des aînés ou de distribution à l'avenant de chèques quand le moment politique semble opportun doit connaître une fin. Il faut non seulement que tous les aînés qui ont payé toute leur vie reçoivent, à compter de 65 ans, une pension qui est similaire, quel que soit l'âge du bénéficiaire, mais que cette pension soit significativement augmentée. Nous, on a toujours parlé de 110 $ par mois. Le calcul pourrait mener à quelque chose qui est davantage que ça. Dans l'état actuel des choses, avec l'inflation fut-elle temporaire dont on parle présentement, l'augmentation proposée par les libéraux, qui serait de l'ordre de 60 $, on comprend que ça ne change pas grand-chose dans la vie des aînés. Il faut faire plus, il faut faire mieux, et ça peut se faire rapidement. Parmi les autres enjeux, il y aura bien sûr ceux qui vont se réimposer rapidement, soit la réforme de la loi sur les langues officielles. Notre principe fondamental reste le même. Il est étonnant pour une nation de confier sa langue à une autre nation qui ne parle pas la même langue d'entrée de jeu. Et fut-elle tentée de prétendre être une nation bilingue, on a le droit d'avoir des doutes quand on regarde comment les francophones sont traités au Canada. Nous, on pense que le Québec doit être le seul maître d'œuvre des enjeux linguistiques sur son territoire, d'autant plus qu'historiquement, il a traité la minorité anglophone mieux que quiconque d'autre à peu près sur la planète en matière de traitement des minorités. La loi sur les langues officielles du Canada devrait s'attarder au très, très, très urgent et nécessaire soutien amélioré au traitement des communautés francophones et acadiennes à l'extérieur du Québec, bien sûr.
Il y aura l'enjeu très évident c'est pas du très court terme, là, on comprend, du poids politique qui devra être l'objet d'un début de discussion rapide. Il est absolument exclu dans un pays qui prétend avoir 2 peuples fondateurs et 2 langues officielles, quels que soient les doutes qui m'animent à cet égard-là, qu'on regarde se ratatiner le poids politique des porteurs d'une des 2 langues, essentiellement concentrés au Québec, au bénéfice de l'anglais, réduisant inexorablement, dans l'esprit actuel de la chose, le Québec et le français à l'état de langue de plus en plus marginale, destinée à une forme de folklorisation et bien sûr exclue des propos quotidiens de tout grand dirigeant d'entreprise. Il y a des choses à faire en matière de poids pour le Québec et nous on dit, bien, si vous ajoutez 4 sièges parce que vous considérez que c'est le cas parce que la population a augmenté, bien, il y a un des 4 sièges qui doit aller au Québec, ce qui nous amènerait à 79 au lieu de 78. Il faudra avoir cette conversation-là rapidement, arrêter de pelleter par en avant. En général, ça ne fait pas progresser les dossiers. Enfin, je réitère que même si le quotidien a tendance à imposer plein d'autres choses, je réitère que le sujet fondamental de cette législature-ci, qui doit faire ses 4 ans, c'est bien sûr l'enjeu des changements climatiques, l'enjeu de la transition écologique, de la transition énergétique, qui est urgent. Il est absolument inacceptable qu'on passe un autre 3 ans ou 4 ans à dire des phrases qui ne sont pas suivies de gestes ou à dire des phrases qui peuvent être suivies de gestes plutôt favorables, mais annulées par des gestes qui ne le sont pas. Il est nécessaire que la production de pétrole de l'Ouest soit plafonnée, puis progressivement réduite, et que l'économie de l'Ouest et de l'Alberta en particulier soit soutenue dans une nécessité de transition écologique et énergétique, ce à quoi nous, on est prêts à contribuer. Cette discussion-là doit absolument avoir lieu et il est étonnant qu'il y ait, à toute fin pratique, quasiment plus de représentants de l'industrie du pétrole du Canada à Glasgow que de représentants des milieux environnementaux du gouvernement canadien. C'est un peu étonnant quand on regarde ça de proche. Il faudrait peut-être corriger le tir et cesser et sortir de cette évidence à l'effet que le Canada est un État pétrolier, comme la Russie est un État pétrolier, comme l'Arabie saoudite est un État pétrolier, comme le Venezuela est un État pétrolier. Il faudra sortir de là pour le bien de la planète et, évidemment, le bien tant du Canada que du Québec. Donc, on va continuer cette préparation-là aujourd'hui de façon de plus en plus pointue pour que les députés du Bloc québécois puissent arriver en chambre. Toute la députation du Bloc québécois, dans notre cas, il n'est pas question qu'on s'évite quelques heures de déplacement pour ne pas siéger alors qu'on a été élu, bien sûr, dans le but de siéger dans un Parlement. Je vous dirais vite fait que les faux arguments, là, les arguments, ah oui, mais c'est pour les familles. Bon, être 5 heures dans un auto ou être 5 heures dans un avion, c'est 5 heures où tu n'es pas avec ta famille. Les députés du Bloc québécois prennent leur voiture puis viennent à Ottawa, puis ça leur prend dans bien des cas plus de temps que ça prend le temps de prendre l'avion à partir de Vancouver pour se rendre ici. Donc, c'est un argument qui ne vaut pas très cher. Et si on veut réformer le parlementarisme canadien pour en faire vraiment quelque chose d'hybride, bien qu'on le dise franchement. Qu'on le dise franchement. Qu'on ne dise pas non, vous savez, c'est parce que s'il y a un député de moins dans l'avion, il y aura moins de gaz à effet de serre c'est rire du monde, là. Alors, si quelqu'un veut ouvrir cette boîte-là, bien, qu'il l'ouvre en le disant franchement et non pas pour éviter la reddition de compte ou rester chez soi parce que c'est plus agréable. Alors voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous allons alterner entre les questions dans la salle et au téléphone. Une question suivie par journaliste. Commençons par la salle. Olivier? Blanchet, Olivier Ferron-Boissé de TVA. Donc, M. Trudeau qui va se rendre à Washington le 18 novembre pour une rencontre avec ses homologues des États-Unis et du Mexique. Qu'est-ce qui, selon vous, doit absolument être abordé par le premier ministre? Il faut alléger encore les restrictions sur le commerce entre les 3 partenaires de l'ASEUM. On peut évidemment penser au bois. Parce que même si nous, on promeut une transformation locale accrue des ressources naturelles du Québec, il reste que l'intégration économique du continent demande qu'on essaie de diminuer les restrictions au commerce. Et l'autre élément que je veux mettre de l'avant, c'est bien sûr le Buy American Act. Le Buy American Act est une mesure protectionniste
qui fait en sorte, et c'est très déplorable, qu'il y a une tendance à une vieille pratique antédiluvienne dans la politique québécoise qui est de voir nos ressources naturelles extraites, un peu dégrossies sur le territoire, laissant le plus gros du déchet au Québec, puis exportées vers les États-Unis qui font l'essentiel de la valeur ajoutée, qui obtiennent l'essentiel de la valeur ajoutée pour retourner au Québec des produits transformés. L'exemple le plus évident, c'est de voir potentiellement du lithium québécois sortir du Québec et nous revenir sous forme de batterie à partir de notre propre lithium qu'on achètera à fort prix. En suivi, je veux simplement savoir, le PDG d'Air Canada s'est engagé à prendre des cours de français. Le CA fera de sa maîtrise de la langue un critère de rendement. Est-ce que c'est suffisant selon vous? C'est certainement un pas par en avant, mais le fait que ce soit une mesure correctrice est révélateur. Il aurait fallu qu'on ne soit pas nécessairement exposé à un scandale, un mini-scandale, mais il y a quand même quelque chose de choquant, de scandaleux et d'insultant là-dedans, avant de dire « Oh, tu devras apprendre le français ». Est-ce qu'il n'aurait pas été naturel, d'entrée de jeu, que le PDG d'une grande société, avec une situation aussi importante au plan économique sur le territoire canadien, qui se prétend, encore une fois, un pays avec 2 langues officielles, maîtrise d'emblée le français, puis qui ne vienne pas nous dire sa vraie pensée et le fond de sa pensée, gros gens comme devant, moi, le français, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, je vis à Montréal. Il y a combien de gens qui vivent à Montréal, essentiellement en anglais, puis qui se sont dit, c'est vrai ça, dans le fond, le français, ça ne nous intéresse pas. Que quelqu'un dise, ouais, j'aimerais pas ça perdre ma job, je vais apprendre 3 mots de français. La larme apparaît un peu extraite d'un crocodile. Nous allons vérifier si nous avons des questions au téléphone, opérateur. Merci. Nous avons une question de Alissa Rage de Toronto Star. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais revenir sur la question de la proportion des sièges dans la Chambre des communes. Si j'ai bien compris, si on ajoutait des sièges d'extra à la formule qu'Élections Canada est sortie avec, alors si on ajoutait, disons, 1 ou 2 sièges de plus en Ontario du 122 qui l'ont recommandé, vous voudriez plus de sièges pour le Québec. C'est bien vrai? Oui, dans le cas présent, par contre, on parle de 4 sièges ajoutés, donc il est assez facile mathématiquement de dire que sur 4 sièges, ça va bien que le Québec en ait un. C'est l'ensemble de l'œuvre qui existe parce qu'il y a eu des ajouts, des modifications faites un peu à l'avenant selon le contexte politique, alors que la formule est complexe. Il y a beaucoup d'autres formules qui pourraient être envisagées quant à la composition du Parlement, qui pourraient créer une forme de permanence. Et il est possible d'améliorer la représentativité d'un Parlement sans nécessairement toujours augmenter le nombre de sièges. Bref, il y a beaucoup de réflexions possibles. Mais dans le cas présent, ça apparaît une évidence que si on prétend qu'il y a 2 peuples fondateurs et 2 langues officielles, mais on ne peut pas laisser l'une des 2 se racornir au bénéfice de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui, et on en voit plein les réseaux sociaux, se réjouissent d'une lente disparition du français. Vous avez mentionné des autres suggestions pour ne pas nécessairement ajouter des sièges à la Chambre des communes. En 2011, Stéphane Dion avait suggéré une autre manière, genre de juste redistribuer les sièges. Le Québec aurait perdu des sièges, mais sa proportion aurait en fait augmenté pour être plus représentatif du poids de la population dans le pays. Est-ce que vous êtes ouvert à une suggestion comme celle-là? Je suis ouvert à une suggestion comme celle-là, mais vous comprenez que le Bloc québécois est toujours dans une position un peu singulière. Tant et aussi longtemps que le Québec est une partie du Canada et siège dans son Parlement, on va participer aux discussions quant à la façon de réformer tant le fonctionnement que la composition. Ça ne changera pas le fait que, de mon point de vue à moi, le Québec devrait avoir des députés à Québec et ça nous suffirait largement, avec une relation cordiale de bon voisinage fructueuse avec notre voisin canadien où on n'aurait plus besoin d'avoir de siège. Prochaine question dans la salle, Lina? Oui, bonjour. D'abord, j'aimerais revenir sur la demande de M. Brunel-Duceppe. Je me demandais jusqu'à quel point est-ce que vous croyez que c'est réaliste qu'il obtienne ça, le report des Jeux olympiques? Ce qui n'est pas réaliste, c'est de penser qu'on peut fonctionner à l'échelle internationale en fermant les yeux sur le génocide d'une nation de 12 millions de personnes,
sous prétexte que les gens qui se rendent coupables du dit génocide sont 1,4 milliard et une des plus grandes puissances économiques au monde. Il y a des valeurs, il y a des vertus qui sont fondamentales et pour lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Alexis fait preuve d'un courage et d'une détermination que je juge exceptionnelle dans ce dossier-là. Alexis est en train de se poser parmi les leaders planétaires sur l'enjeu des Ouïghours et je vous dirai qu'à la fois comme collègue et comme ami, j'en suis extrêmement fier. Et je connais le détail de la démarche dans laquelle il s'est inscrit pour les prochains jours et je pense qu'on pourrait avoir des surprises quant au rayonnement que ça aura. Sur un tout autre sujet, on a vu hier que finalement, il n'y en avait pas tant que ça, des discussions pour avoir une entente formelle entre le NPD et le gouvernement libéral. Je me demandais jusqu'à quel point est-ce que ça vous rassure pour vos chances d'obtenir ce que vous voulez de ce gouvernement-là, parce que maintenant qu'il est bien obligé de parler à tout le monde, il ne peut pas juste s'asseoir en étant assuré de l'appui du NPD. Je n'ai pas besoin d'être assuré parce que je ne suis pas inquiet. Et je vous explique pourquoi. J'en parlais dans mon mot d'introduction. Les gens ont été élus avec un programme. Tu ne peux pas être élu avec un programme qui est différent de celui des libéraux, puis t'ostiner avec les libéraux en campagne électorale, puis après ça, arriver le lendemain de la campagne électorale, puis commencer à faire semblant d'être d'accord avec tout ce que les libéraux disent, veulent, demandent ou pensent. Donc, si c'est 4 formations politiques, c'est 4 programmes, c'est 4 philosophies, les gens ont élu un Parlement minoritaire, les parlementaires doivent respecter le mandat qui leur a été confié, qui est un mandat de se comporter comme un Parlement minoritaire. Ça implique des discussions, ça implique des négociations, ça implique de trouver des terrains d'entente, surtout qu'il n'y a personne qui va être assez hurluberlu pour commencer à fantasmer sur des élections dans un avenir prévisible. La prochaine fois qu'on va être en élection, le pourcentage de cheveux blancs que je vais avoir grandement augmenté, et c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, on ne peut pas perdre. Je réinsiste là-dessus. Si le gouvernement veut faire progresser des enjeux qui touchent le Québec et que le Québec soit plutôt content, c'est pas le NPD qui est l'interlocuteur, c'est le Bloc québécois. Et si le gouvernement contourne le Bloc québécois pour imposer ses politiques, on a le droit de présumer que c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes pour le Québec. Et si le gouvernement fédéral fait copain-copain avec le NPD. Je connais pas l'intensité. Je sais pas s'ils buvaient du café ou de la bière à 6 heures le soir quand ils en ont parlé de chummy-chummy. J'ai aucune idée, là. Mais si le gouvernement libéral fait des ententes, on peut supposer que c'est parce que ce sera pas si bon que ça pour le Québec. Et à ce moment-là, vous assisterez à la grande tentation de commencer à redémontrer de nouveau, clairement, que le système canadien ne sert pas le Québec intrinsèquement. Opérateur, avons-nous une prochaine question au téléphone? Merci. On a une question de Hélène Buzetti, la Coop de l'information. Oui, bonjour, M. Blanchet. J'aimerais seulement revenir sur cette affaire de parlement virtuel. Je comprends donc qu'on va continuer avec une formule hybride, mais vous semblez dire que de nouveaux arguments sont mis de l'avant pour peut-être pérenniser ça, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous en dire un peu plus long? Qu'est-ce que le gouvernement ou enfin les autres partis, je ne sais trop, proposent et pourquoi ça vous dérange? Je ne pense pas qu'ils disent qu'ils veulent pérenniser. Je dis juste, fais pas semblant. Il y a 22 000 personnes au Centre Bell. Bon, on espère qu'il y ait 22 000 personnes au Centre Bell, puis il y en a à peu près le même nombre à l'Arena Canadian Tower, les sénateurs. Ça doit être ça. Il y a des gens dans les arénas, il y a des gens dans les stades. On lève un certain nombre de mesures de restriction. Il n'y a rien qui empêche 338 députés de se présenter au Parlement, sous réserve qu'ils aient le bon jugement d'être pleinement vaccinés. Lorsqu'on nous dit « Ah non, c'est nécessaire de garder la formule hybride », on nous sort des arguments bidons. Des arguments qui ne sont pas meilleurs pour quelqu'un qui doit prendre l'avion qu'ils ne sont bons pour quelqu'un qui doit prendre sa voiture pour un nombre d'heures similaire, que ce soit la conciliation travail-famille ou que ce soit les émissions de gaz à effet de serre des avions dans lesquels ils vont s'asseoir. Si vous voulez revoir le parlementarisme, là, dites-les. On veut revoir le parlementarisme, puis il y aura une conversation toute canadienne sur le parlementarisme canadien. Pour l'instant, c'est des faux fuyants. C'est des prétextes, avec des relents, soit de ne pas vouloir de véritable reddition de comptes, ou peut-être une petite paresse.
Mais je veux juste être clair. Vous dites conciliation travail-famille, GES, etc. S'agit-il d'arguments qui vous ont été véritablement servis? On les a lus. On les a lus dans l'appareil média. Moi, j'ai pas eu de contact spécifique sur ça. Oui, un peu quand même. J'ai quand même parlé au chef du NPD. J'ai vu leur attachement à cette idée-là. Je ne le partage pas du tout. Mais quelque chose qui me fait plaisir un peu là-dedans, c'est que ça doit être mon passé spectacle. Mais il va y avoir une trentaine de députés du Bloc en Chambre. Fait que s'il y a 30 députés du Bloc, puis que les autres, ils sont 30 au total, ça se pourrait qu'ils nous trouvent bruyants. Alors, on va être, bien sûr, polis, respectueux des règles et de la présidence. Pas si tapageur que ça, mais ne serait-ce que par le nombre, qu'est-ce que vous voulez, on va être 30. Puis on va être 30 intensément actifs, tout à fait prêts, et j'irai jusqu'à vous dire, en ce matin de caucus, très impatient de commencer notre travail. Que nous, on sera 30 dans le Parlement pour faire nos questions, nos discours et autres interventions avec un bel enthousiasme. Next question in the room, Rafi. Monsieur Blanchet, bonjour. Rafi Bujikanian, CBC. You've said a number of times that you want everyone to be fully vaccinated when they enter the House of Commons. What strategies would you want to see for enforcement of that? If you are fully vaccinated, you enter the building. If you are not fully vaccinated, you don't enter the building. That's pretty simple. And if people tried entering it who were not fully vaccinated, how would you want them to be stopped? I believe the building is pretty well equipped to prevent somebody from entering the building if he or she is not supposed to. Prochaine question au téléphone, opérateur. Hold on the same question. I was wondering if you've had any conversations with Conservative House Leader Gérard Deltel now that he has been put in that position about how Parliament will function. I did not, but my friend Alain probably did, or did not. Was he? No? J'en ai eu, mais Some on n'a pas parlé de ça. short conversation with no clear conclusion on the issue. On parlait plus du Parlement actuel. It was more about the hybrid formula. Opérateur, prochaine question. Merci. Nous n'avons plus de questions au téléphone pour le moment. On continue dans la salle. Marie? Bonjour. J'aimerais revenir sur la redistribution de la carte électorale. Est-ce que vous avez eu des discussions, vous ou votre leader parlementaire ou d'autres, à savoir si le gouvernement compte proposer une proposition, c'est un peu répétitif, mais offrir une proposition différente de celle d'Élections Canada? Avez-vous des indications à ce sens? Et parce que j'ai juste une question de suivi. Vous dites que vous voulez en parler au retour des communes. Comment est-ce que vous comptez faire ça? Ma compréhension, c'est que si le gouvernement ne propose pas de projet de loi pour offrir une redistribution différente, ben c'est ça qui est ça. Donc, vous est-ce que ce serait un projet de loi privé, une motion? Quelle est votre idée? On est assez créatifs. Tout ça est possible. Évidemment, il y aura la simple notion de question posée au premier ministre, parce que sur cet enjeu-là, le premier ministre a, parmi son assortiment de pelles possibles, il a pris celle qui sert à pelleter par en avant. Et il a dit oui, éventuellement, on n'est pas pressé, on parlera de ça. Mais moi, je vais peut-être être un peu plus impatient parce que le poids du Québec dans toute espèce d'institution parlementaire où il est présent ne doit pas baisser, il doit peut-être même augmenter. Et dans ce contexte-là, je me ferai un plaisir de poser les questions qui s'imposent dans l'espoir un peu candide d'obtenir des réponses. Mais au-delà de poser des questions, est-ce qu'il y a déjà une stratégie en tête? Et puis ma question suivie sur le format hybride, je comprends que vous êtes contre un format hybride. C'est une question suivie sur la question suivie. Oui. Ça va bien. Merci de votre patience. Et donc, sur le Parlement hybride, je comprends que vous ne voulez pas un retour à ce qu'on avait depuis 2 ans. Est-ce que vous seriez ouvert à une formule où on permet, tu sais, juste un petit nombre en cas de gens qui doivent s'isoler pour la COVID, un peu comme on le faisait pour le pairage des votes. Il y aurait juste un petit nombre par parti qui peuvent être en hybride pour des raisons quelconques. C'est un genre de compromis, ça, est-ce que vous seriez ouvert? Ma crainte est celle-ci. Et c'est le même raisonnement qu'on faisait lorsqu'on a d'abord accepté, parce que nécessaire, une première version du Parlement hybride. Il y avait des bonnes raisons, on accepte. Les bonnes raisons deviennent des prétextes. Des prétextes pour pas se déplacer, des prétextes pour
ramollir la reddition de comptes dans une institution qui est construite dans ce but-là précis. Il aurait dû y penser avant, il sauverait des milliards de dollars dans la rénovation du Parlement. Mais j'ai peur que ce soit des prétextes. Si quelque chose de très précis arrivait après une réflexion exhaustive qui ne soit pas motivée par des intérêts partisans, j'imagine qu'on ne peut pas refuser de participer à une réflexion. Mais dans le cas présent, les motifs qu'on nous a présentés sont invraisemblables. Ça ne nous donne pas le goût. Prochaine question, Jordan? Good morning, Mr. Blanchet. Sorry. Yes. Sorry. I jumped to this side of the room. I wanted to ask you about Mr. Trudeau's trip to Washington next week. You talked about lumber and Buy America as key issues. If he does not come back with any firm commitment from President Biden to roll back Buy America provisions as they apply to Canada, or any movement on lumber, in your mind, would the whole trip then have been a failure, or is there something that you think should come out of it that would suggest the Prime Minister has made some progress on those issues? I think there's always some opportunities for progress in any such event and meeting. Will that be up to our expectations? I doubt it, but let's work on it. I would not be so much surprised if the Prime Minister was to come back here with almost empty-handed, but perhaps a few gifts. But I cannot say how influential it will be, but those issues have to be raised, and I intend to go there myself, perhaps not meet Mr. Biden. Let's try. I intend to go there myself in the beginning of 2022 to work on the way Quebec is perceived in the United States and raise some issues about trade, about being fair in the way the partners are being treated, mostly Quebec, as far as I am concerned. On avait déjà annoncé que le Bloc québécois, c'était d'ailleurs un engagement électoral, allait travailler à l'amélioration de l'image du Québec à l'étranger, parce que le nombre de fois où les poils me sont dressés sur la tête en lisant des textes, que ce soit dans le Washington Post, New York Times, d'économistes qui présentaient une perception du Québec dont j'ai pas l'impression que l'appareil diplomatique canadien travaille à l'améliorer. Ben, j'ai dit, s'il faut le faire, on va aller le faire nous-mêmes. Et tant qu'à aller, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Canada anglais, dont j'attends toujours des possibles retours d'appel pour des rencontres, pour aller expliquer au Canada s'ils s'intéressent à ce qu'est le Québec, d'aller leur en parler, on va le faire. Mais tant qu'à le faire du côté des États-Unis, pourquoi ne pas, en effet, aborder des enjeux commerciaux? Parce que je donnais l'exemple du lithium, mais il y en a d'autres. Le lithium extrait au Québec, qui n'est quand même pas un énorme joueur sur ce marché, mais significatif, qui pourrait donner lieu à l'apparition d'une véritable filière batterie sur le territoire québécois. Méfions-nous de l'hypothèse qu'au contraire, il soit vaguement brossé, envoyé aux États-Unis pour que la plus-value soit déployés au bénéfice des États-Unis qui nous revendront les batteries ultérieurement. Ça peut être le même raisonnement pourrait s'appliquer avec la Chine, mais la Chine n'est pas un partenaire commercial avec le niveau de proximité qu'on doit avoir avec les États-Unis. Jordan a offert son follow-up à Lina. Dernière question. Ma question est pour vous, M. Terrien. Si vous voulez aller au micro puis enlever votre masque. Merci. Je comprends que le Bloc veut que ces 32 députés soient là. Vous ne voulez pas du format hybride quand le Parlement siège. Je veux savoir si vous êtes ouvert à une exception pour la journée du 22 novembre, parce que sans votre accord, sans l'unanimité, la journée du 22 novembre, elle ne peut pas être hybride. Alors, est-ce que vous êtes ouvert à une exception pour cette journée-là? Bien, écoutez, pour le 22 novembre, on n'en a pas encore discuté avec les autres partis, parce que là, la situation, c'est que il y a deux possibilités. Une motion unanime. Alors, à ce moment-là, on tomberait en hybride ou en présence selon l'entente. Et ça pourrait s'appliquer rapidement, même peut-être immédiatement. Sinon, c'est une motion qui sera traitée comme un projet de loi avec un dépôt en avis, puis ça prend 2 jours, ainsi de suite. Ça, c'est si la majorité est obtenue sur la version de la motion proposée. Ça, c'est plus long. Nous, on a joué nos cartes immédiatement. On a dit que c'était en présence.
Et ce que je vous dirais, sans avoir parlé à mes collègues encore, c'est que la motion unanime, on est loin de là. Et donc, tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, le 22 novembre, ce sera une situation où les gens, pour voter pour le président, devront être en présence. Expliquez-moi le mécanisme. La motion unanime, elle est forcément pour tout le temps. Elle ne peut pas être juste pour le 22 novembre, puis après ça, on a une motion. On pourrait peut-être déposer une motion unanime. Il faudrait que je vérifie. Là, je vous le dis avec des si. OK? Une motion unanime pour la journée du 22 ou une motion unanime qui pourrait s'étendre dès le début de la législature jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à une date limite qui serait introduite dans la motion. Mais je vous dis, on n'en est pas là. Moi, j'ai à peine parlé aux leaders du Parti libéral. Moi, j'ai été nommé le 21 septembre. J'étais prêt à négocier et discuter avec eux. Et ce n'est que la semaine passée que je suis rentré en contact avec le leader du gouvernement. Donc, en partant, là, on a comme un long délai où j'étais en attente pour discuter de quoi que ce soit. Alors, je n'ai pas parlé de ça au leader du Parti libéral. Le leader du Parti conservateur, je lui en ai parlé, mais pas de ça précisément. Alors, tout est sur la table. Notre position a l'avantage d'être claire et qui correspond pas mal à ce que je pense que devrait être le Parlement canadien et évidemment, le Québec est à l'intérieur de ce Parlement-là. C'est qu'on est en présence. Les gens s'attendent à ce que les députés soient à la Chambre des communes, prennent parole à la Chambre des communes. Si on peut aller au cinéma, si on peut aller au Centre Bell avec un nombre énorme d'individus, je ne vois pas pourquoi le Parlement ferait exception. Si on est doublement vacciné, alors on s'attend à ce que les 338 députés soient en chambre et qu'ils fassent leur travail comme on leur demande. Voilà. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse. Merci.